Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière grande édition du journal à la une de l'actualité. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire poursuit son périple diplomatique en Égypte. Kandia Camara a été reçue par le président de la Chambre des représentants. La coopération entre les deux pays au cœur de leurs échanges. La capitale politique ivoirienne, nouvel Eldorado pour le secteur du foncier. Quand bien même le transfert de la capitale n'est pas encore effectif, Yamoussoukro se développe de toutes parts. L'immobilier y connaît un boom spectaculaire. Dans cette édition, on plongera dans cet univers avec notre reporter envoyé sur place. Et puis, Léon XIV célèbre sa première messe à la chapelle Sixtine ce vendredi. Le nouveau pape s'est engagé à être le fidèle administrateur de l'Église catholique afin qu'elle soit le phare qui éclaire les nuits du monde. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue dans le 23h. Et je vous donne lecture dès le début de cette édition de ce télégramme officiel émanant de la présidence de la République à sa sainteté le pape Léon XIV. Très saint Père, c'est avec une profonde joie que je vous adresse au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes plus chaleureuses félicitations suite à votre élection au souverain pontificat. Votre accession à la plus haute charge de l'Église catholique constitue une espérance renouvelée pour des millions de fidèles à travers le monde et particulièrement en Afrique où votre message de paix, de justice et de fraternité est accueilli avec foi et espoir. La Côte d'Ivoire, pays qui prône le dialogue interreligieux où toutes les religions vivent ensemble dans la paix, se réjouit de poursuivre et de renforcer ses relations de confiance avec le Saint-Siège sous votre auguste pontificat. Tout en vous réitérant mes félicitations, je vous prie de recevoir tous mes vœux de succès et de réussite dans votre haute mission. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Robert Francis Prévost, élu lors de la 67e réunion, le 76e conclave du Vatican par ses pairs. Polyglotte, il maîtrise plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Ordonné prêtre en 1982, il obtient un doctorat en droit canonique à Rome en 1987. Bref, nos reporters Grace Kando et Manzan Marina reviennent sur son parcours. 8 mai 2025, l'Église catholique a son 267e souverain pontife. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, devenu le pape Léon XIV. Cette élection marque une double première historique. Il est le premier pape originaire des États-Unis et le premier issu de l'ordre de Saint-Augustin. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prévost est le fils d'un père d'origine franco-italienne et d'une mère d'origine espagnole. Homme de dialogue et de réforme, en 2023, le pape François le nomme préfet du discataire pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Il est créé cardinal la même année. Léon XIV est reconnu pour son approche modérée, son ouverture au dialogue et son engagement envers les pauvres et les migrants dans la lignée du pape François. Sa devise épiscopale, « En celui qui est un, soyons un », reflète son attachement à l'unité de l'Église et à l'héritage augustinien. Un pontificat tourné vers l'avenir, l'élection de Léon XIV symbolise une Église en mouvement, attentive aux périphéries et aux défis contemporains. Son parcours international et son engagement pastoral laissent présager un pontificat axé sur la réforme, le dialogue interreligieux et la justice sociale. On prend à présent la direction de l'Égypte. Là-bas, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, poursuit sa mission au Caire. Elle a été reçue par le président de la Chambre des représentants au centre des échanges de la coopération bilatérale. Par ailleurs, la délégation ivoirienne en a profité pour visiter le nouvel hémicycle du pays. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. New Cairo, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. L'hémicycle du Sénat à fière allure, flambant neuf et conforme à la culture de bicaméralisme du pays. En visite de travail, sur invitation de son homologue égyptien,
Kandia Kamisoko Kamara, président du Sénat de Côte d'Ivoire, découvre les lieux en compagnie de sa délégation. Comme guide du jour, la vice-présidente du Sénat égyptien. L'hémicycle est visité dans tous ses compartiments. Cela donne forcément des idées. Il y a 2 jours, nous étions au Caire, où nous avons eu le plaisir d'assister à une séance plénière à l'invitation de mon homologue égyptien. Et là, nous sommes dans cette nouvelle bâtisse qui est majestueuse, qui est pharaonique, et je vous assure que c'est inspirant. Et fort heureusement, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé que nous puissions construire le nouveau Parlement à Yamoussoukro, le Sénat et l'Assemblée nationale. Je peux vous dire aussi que le nouveau Sénat de la République de Côte d'Ivoire sera un très beau siège, très moderne, qui va épouser l'ère du temps, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où la nouvelle technologie est mise en avant. Donc, ce siège va correspondre à l'image de la Côte d'Ivoire qui est en train de devenir émergente. D'une chambre à une autre, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire est reçue toujours à la nouvelle capitale administrative, New Cairo, par le président de la Chambre des représentants, pour dire l'Assemblée nationale. Les échanges portent, bien entendu, sur le raffermissement de la coopération parlementaire entre les 2 pays. Le volet économique a occupé une place importante dans cette mission. Kandia Kamisoko Kamara a reçu individuellement une dizaine d'hommes d'affaires égyptiens. La Côte d'Ivoire ouvre ses bras à toutes ces personnes qui veulent l'aider à avoir une économie forte. Une foire égyptienne se tiendra à cet effet dans ce mois de mars 2025. Venir en Égypte sans voir les pyramides, le musée national, le Nil et autres infrastructures peut donner un goût d'inachevé. La délégation ivoirienne a pu se faire une idée de la richesse culturelle et touristique de l'Égypte. On reste dans le Maghreb pour évoquer cette signature d'accord de coopération militaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ce vendredi à Rabat. Cet accord est axé sur la formation, la santé militaire ainsi que l'assistance technique et l'échange d'expertise. Cette action vient démontrer l'excellent niveau de relations qu'entretiennent les 2 pays. Walter Amadou Ouattara. Les liens ivoiro-marocains datent de l'établissement des relations diplomatiques en 1962. Ils se sont renforcés et sont maintenant en pleine expansion. En témoigne cette visite de travail à Rabat du ministre d'État, ministre de la Défense. Elle est sanctionnée par la signature d'un accord porté essentiellement sur le renforcement de la coopération militaire dans les domaines de la formation, de l'entraînement conjoint et de la santé militaire. Également sur l'assistance technique et l'échange d'expertise dans différents secteurs d'intérêt commun. Téné Birahima Ouattara est le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale du Maroc. Abdeltif Youdiyi se félicite de cette signature, la toute première du genre. Il est bien de rappeler que les forces armées royales marocaines accueillent chaque année plus d'une centaine de militaires et gendarmes ivoiriens dans une quinzaine de centres d'instruction. En 2012, les forces armées royales marocaines ont fourni un appui remarquable dans la création des forces spéciales ivoiriennes. Bien avant cette signature du protocole d'accord, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est rendu ce vendredi au mausolée Mohamed V à Rabat, où il s'est recueilli sur les tombes de feu Mohamed V et de feu Hassan II. Fin de mission pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup, un dîner d'honneur rassemblant une quarantaine d'ambassadeurs a été organisé hier soir à la résidence du ministre Albert Mabry-Touakeus. Objectif, saluer 9 années d'une diplomatie active marquée par un grand nombre de projets et une coopération exemplaire. C'est ce que nous disent Brouillapo et Sidonie Davila. Un hommage à Abdelmalek Kettani, une figure clé de la coopération ivoiro-marocaine. Pendant 9 ans, l'ambassadeur Kettani a non seulement représenté son pays, mais a été bien plus qu'un diplomate.
un artisan du rapprochement entre deux nations. Il a démontré au cours de ses presque 9 ans qu'il aime la Côte d'Ivoire, qu'il aime les Ivoiriens, qu'il partage les réalités de notre vie ici avec nous. Et on voudrait donc lui dire merci. Et j'ai été très heureux que beaucoup d'ambassadeurs, quelques membres du gouvernement, présidents d'institutions, anciens ministres des Affaires étrangères aient répondu à notre invitation pour l'honorer et lui dire qu'il reste dans notre cœur et que le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est pour toujours. Les projets parlent d'eux-mêmes. De la baie de Cocody à la mosquée Mohamed VI de Trècheville, l'empreinte marocaine est visible à travers les infrastructures et les liens économiques. Le royaume chérifien est devenu le premier investisseur africain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est une relation d'amitié, de fraternité et qui va perdurer au-delà des personnes car ce sont les peuples qui s'apprécient. On a bien vu au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations comment la cohésion, la communion entre nos peuples était absolument visible. Maintenant, la Côte d'Ivoire approche des élections et nous sommes de tout cœur avec tout le peuple ivoirien. Nous souhaitons que ce pays continue dans la paix, la prospérité et la paix sociale et bien sûr la cohésion sociale. Le départ de l'ambassadeur marocain Abdel Malek Kettani marque non seulement la fin d'une mission diplomatique, mais aussi un symbole fort de continuité dans une coopération sud-sud exemplaire en Afrique. On rejoint le Nigeria pour évoquer cette rencontre qui réunit 14 pays africains à Abuja. Elle vise à trouver des solutions idoines pour mettre fin à la violence contre les enfants en Afrique. Organisée par l'Alliance mondiale pionnière, la cérémonie d'ouverture de la réunion régionale des pays pionniers s'est tenue ce mercredi 7 mai. Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représente la Côte d'Ivoire à ses assises. Envoyé spécial à Abuja, Amidira Souba. 14 pays pionniers africains réunis à Abuja au Nigeria pour réfléchir autour des priorités identifiées et des actions essentielles pour mettre fin à la violence contre les enfants. L'essence de cette rencontre est de favoriser l'apprentissage entre pairs et l'engagement des parties prenantes à travers l'Afrique sur l'agenda de l'élimination de la violence contre les enfants. Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette assemblée. Aujourd'hui, le taux d'enfants scolarisés en Côte d'Ivoire avoisine presque les 100%. Nous avons certainement 4% d'enfants pas encore scolarisés, mais nous travaillons à ce que ça devienne 100%. Et la plus belle des révolutions a été l'école obligatoire à 0 francs. Et aujourd'hui, avec l'école, les enfants s'expriment et avec des programmes tels que Strong Family, les familles sont aussi sensibilisées. Sur l'agenda 2030, la Côte d'Ivoire a posé des actions, réalisé des progrès, mais malgré cela, des défis restent à être relevés. Nous avons, en la personne de la Première Dame, son Excellence Madame Dominique Ouattara, une avocate sûre. Et à travers sa fondation, Children of Africa, qui existe depuis 1998, des actions concrètes ont été posées, telles le centre d'accueil des enfants de Soubré, celui de Ferké-Sédougou, celui de Boaké avec les enfants en conflit avec la loi. Nous avons compris le concept que dans les plus vulnérables, la mère et l'enfant forment un couple. L'Alliance mondiale pionnière, cheville ouvrière de cette rencontre, a été officiellement lancée à Bogota en Colombie le 8 novembre 2024, lors de la première conférence ministérielle mondiale sur la lutte contre les violences à l'égard des enfants. En mars 2025, 42 pays à travers le monde ont rejoint l'Alliance, dont 14 pays africains. On regagne les rives de la lagune Ébrié. Non loin de là, le ministre directeur de cabinet du président de la République a visité les chantiers du boulevard du port d'Abidjan et l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi. Bientôt, l'ouverture à la circulation de ces deux ouvrages. Fidel Sarah Soro a constaté l'état d'avancement des travaux. Témoin pour RTI 1, Léon Brou. Le ministre directeur du cabinet du président de la République sur le chantier du boulevard du port autonome d'Abidjan, 7 km en 2 fois 2 voies de Trècheville à Port-Boué et 3 km de 2 fois 2 voies en zone portuaire, entièrement revêtue de béton pour la circulation sécurisée des personnes et des biens, ainsi qu'un parking de 6 hectares. En cours, entre autres, aménagement paysager ou de trottoirs, 88% le taux global de réalisation des travaux. Nos techniciens de la Géroute ont signalé quelques aspects qu'il faut revoir, mais globalement, je dois dire que
nous sommes satisfaits de la qualité des travaux qui ont été réalisés au niveau du port. Bonne qualité des travaux aussi au grand carrefour de Koumassi. L'échangeur et ses infrastructures annexes pour fluidifier la circulation dès leur mise en service le 31 mai 2025, réalisée à 76%. La mise en service va se faire le 31 mai. Il y aura encore des travaux au sol qui vont se faire. Mais déjà à partir du 31 mai, il y aura une fluidité que nous allons constater. Et avec la Géroute, la police, la gendarmerie, tout ce qu'il y a comme travaux au sol va nécessiter un plan de circulation sur lequel il faudra bien communiquer. Et pour l'heure, on peut dire en tout cas que nous sommes globalement satisfaits de ce qui est fait en ce moment. Ce projet va toucher plus de 11 millions Ivoiriens. Ça va changer la vie, ça va ouvrir le commerce, ça va continuer à ouvrir des opportunités pour la Côte d'Ivoire et aussi pour les États-Unis. Et c'est ça le partenariat. Échangeur du Grand Carrefour de Koumassi, boulevard du Port, les deux infrastructures représentatives du don du gouvernement américain à la Côte d'Ivoire pour 537 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA. Les travaux exécutés par le Millennium Challenge Compte sont financés à travers le Millennium Challenge Corporation jusqu'à échéance du partenariat en août prochain, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire accompagne le gouvernement dans la réalisation des projets d'intérêt général. L'institution vient de visiter le projet immobilier Résidence Les Jardins d'Aoué, qu'elle soutient d'ailleurs. Il s'inscrit dans la dynamique de la facilitation de l'accès pour tous au logement. On y trouve plus de 1000 logements, des commerces, des écoles et des centres de loisirs. C'est ce que nous dit Lansine Bakayoko. Situé sur un terrain de 10 hectares dans le village d'Aoué, route d'Alépé, ce programme immobilier d'envergure comprend 1378 logements, dont 60% de type social et économique. Les 40% restants cibleront les classes moyennes avec des logements de haut standing. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logement socio-économique impulsé par le président de la République Alassane Ouattara. Ce projet est avant tout un projet humain. Il s'adresse à des familles, à des jeunes, à des travailleurs, à des retraités, à toutes celles et ceux qui aspirent à vivre dans un cadre sûr, confortable et intégré à la vie locale. Ces logements subventionnés sont réservés aux personnes à revenus modestes n'ayant jamais été propriétaires, autrement dit, celles vivant encore en location. Aoué, c'est au moins 300 hectares que l'État de Côte d'Ivoire a mobilisés et sur lesquels l'État va apporter tous les réseaux primaires, notamment de voies, de voiries, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement. Les échanges pour la mobilisation du financement et la réalisation des travaux sont très avancés. Donc, dans quelques années seulement, les Ivoiriens verront sur cet espace, ce grand ensemble de 300 hectares, une nouvelle ville, une ville nouvelle où les Ivoiriens, les ménages ivoiriens trouveront des logements décents pour y habiter. À travers ce projet, la Caisse des dépôts et de consignation réaffirme sa volonté de contribuer davantage au développement des programmes immobiliers en vue d'apporter une réponse au déficit de logement en s'appuyant sur des partenariats publics-privés et l'implication des institutions de financement du développement. Direction Yamoussoukro, le transfert de la capitale n'est pas encore effectif, mais la ville connaît un développement avec des constructions de logements qui s'étendent jusqu'à sa périphérie. Cette dynamique génère à la fois des opportunités économiques, des défis liés à la gestion foncière, à la planification urbaine et au respect des normes de construction. Notre reporter Jean-Luc Bambo a fait une plongée dans ce que beaucoup d'entre nous s'accordent aujourd'hui à qualifier de nouvel Eldorado de l'immobilier ivoirien. À Maounou-Akoué, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro, des toits bleus émergent au cœur de la végétation. Une promotion immobilière prend forme. Tout est fonctionnel, c'est déjà bon. Vous avez fait du bon boulot. Del Peshken est un des responsables locaux de l'entreprise qui réalise cette promotion immobilière. Donc tout ça, on va essayer de faire venir les machines et ils vont travailler sur cette partie. Dans l'ensemble, le lotissement est fait sur 100 hectares. Dans les 100 hectares, on a pris
9 hectares pour pouvoir faire cette promotion immobilière. Ce sont des maisons qu'on a montées pour mettre à la disposition des fonctionnaires qui sont en train de venir. Concilier ambition immobilière et réalité foncière à Yamoussoukro, c'est ce que Daniel Atta s'attelle à faire depuis 2018. Il prévoit de construire des logements dans 2 villages de la commune, très à cheval sur les questions foncières. Il faut dire que ce n'est pas été facile. Avec les propriétaires terriens, il a fallu rencontrer la chefferie, le comité. Il faut dire qu'on n'avait pas commencé avec un programme immobilier. Mais il faut qu'on approuve d'abord le site. Donc c'est un lotissement qui est en cours, suivi d'un aménagement. Et après l'approbation du projet, on va permettre à ceux qui sont intéressés, soit les promoteurs, et des personnes qui veulent investir, venir investir dans l'immobilier, faire des constructions. 300 hectares à Gbélissou, mais également 227 autres hectares à Diamalabo. Daniel Atta explique sa stratégie pour sécuriser les terres et maintenir une relation de confiance avec les communautés villageoises. Quand tu travailles sur une parcelle, il faut tout faire pour retrouver ceux qui occupent la parcelle. C'est ce qu'on a fait depuis des années. Depuis 2018, on passait de propriétaires terriens en propriétaires terriens. Les 227 hectares regroupent 87 propriétaires terriens. On les connaît, chaque famille. À la direction régionale de la construction, l'effervescence est palpable. Les demandes de documents fonciers continuent d'affluer. C'est pour déposer la demande, non? D'accord, venez. En 2024, on a eu plus de 9000 actes. Alors qu'en 2023, on avait 3704 000 actes. Donc il faut dire que ça a quand même doublé, triplé. Tous ces demandeurs parient sur l'avenir de la ville de Yamoussoukro. À la tête de notre premier président de la République, il est important d'avoir au moins un toit dans cette localité, qui est une ville d'avenir. Je suis de Boaké, donc c'est un peu plus proche de chez moi, d'avoir un terrain à Yamoussoukro et puis profiter du futur de Yamoussoukro. Mais au-delà de la demande, le directeur régional de la construction en appelle à la responsabilité des acquéreurs et des promoteurs immobiliers. L'approche, c'est de demander un arrêté d'approbation à celui qui nous cède le terrain. Et venir auprès du ministère de la Construction que nous sommes pour l'authentifier si vraiment cet arrêté existe. Autre réalité, et non des moindres, les litiges fonciers. Ce qui est récurrent au niveau des litiges, c'est les doubles attributions. Le même lot qui est attribué à plusieurs personnes, ça pose énormément de problèmes. Ça, c'est le litige le plus fréquent. Yamoussoukro, c'est un type particulier. L'existant nous invite à poursuivre dans le même sens. Si Yamoussoukro attire de plus en plus d'investisseurs, le marché reste encore fragile. Un promoteur immobilier qui veut construire doit être rassuré et assuré de la commercialisation. Aujourd'hui, ce sont des zones un peu difficiles à l'intérieur de commercialiser le maximum de logements. Donc, ça bloque un peu la production de logements. Sinon, c'est une ville qui promet. L'effervescence immobilière actuelle façonne une nouvelle identité pour Yamoussoukro, mais soulève des défis majeurs. Une urbanisation maîtrisée, respectueuse du foncier et des normes de construction est essentielle pour éviter les écueils d'une expansion anarchique. Au chapitre culture, pendant 5 jours se déroule à Abidjan la 15e édition du Salon du Livre d'Abidjan, SILA. La région du Cavali est mise à l'honneur. À cet effet, Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional de la région, est allée apporter son soutien et présenter le patrimoine culturel, touristique et littéraire de la région. Elle a visité plusieurs stands et encouragé les participants. Circumnavigation capturée par Constant Kokora. La région du Cavali est à l'honneur de la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Son patrimoine culturel, touristique et littéraire est ainsi valorisé. C'est une marque d'encouragement, de reconnaissance aussi des efforts qui sont faits pour donner une meilleure visibilité à cette belle région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Cavali, c'est le parc national de Taï, ce sont les magnifiques sites touristiques. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, sont venus soutenir le projet. Nous sommes ici pour dire également à tous les écrivains
que le Cavalli veut bien compter sur eux pour présenter toutes les belles facettes de notre belle région au monde entier à travers le livre, à travers les ouvrages documentaires, à travers les bandes dessinées. Le Cavalli veut s'ouvrir au monde à travers le livre. Et je voudrais également lancer un appel à toutes les filles et à tous les fils du Cavalli pour leur dire que nous faisons la promotion de la lecture, mais nous devons aussi faire la promotion de l'écriture. Placée sous le thème « Livre Racine », cette édition réunit des auteurs, éditeurs et passionnés de littérature venus de nombreux pays francophones, y compris des territoires d'outre-mer. Considérée comme une véritable fête de la littérature et une plateforme essentielle pour la promotion du livre, le SILA a pour but de renforcer la place de la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur du livre en Afrique de l'Ouest. Dans le même chapitre, 10 acteurs et producteurs ivoiriens prendront part à la prochaine édition du Festival de Cannes. Il aura lieu du 13 au 24 mai prochain en France. Présélectionnés pour la qualité de leur production, ils se lancent à la conquête du marché international du cinéma. À cet effet, une rencontre a eu lieu entre les acteurs et fêtières du secteur de l'audiovisuel et les ministres de la Communication et de la Culture. Ces derniers rassurent que de l'accompagnement du gouvernement. Souleymane Donisongo. Le cinéma ivoirien à l'affiche au prochain festival de Cannes, l'aboutissement d'un projet né de la volonté des acteurs et producteurs de cinéma en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre des 10 à être sélectionnés suite à un appel à projet. Reçus par les émissaires du gouvernement, ils réaffirment leur engagement à faire rayonner le cinéma Made in Côte d'Ivoire sur la scène internationale. C'est à Cannes que j'ai rencontré Canal+ pour lancer Cacao. C'est à Cannes que je suis partie et j'ai signé mon codef sur réseau. C'est à Cannes que se jouent les grands rendez-vous, les grandes discussions. Donc tout professionnel doit être à ce rendez-vous-là. Lui, on le découvre avec la série Invisible qui met en scène des enfants en conflit avec la loi et livrés à eux-mêmes. C'est très important qu'on commence à se montrer, qu'on commence à voir aussi ce qui se passe au niveau du monde et à rapporter ça dans notre pays pour s'améliorer, pour trouver des exemples, mais aussi pour positionner la Côte d'Ivoire. Le projet avec lequel je vais à Cannes s'appelle « Journal intime d'une femme chèvre ». C'est un documentaire de création réalisé par Azata Soro. Il va suivre le parcours de Azata, jeune mère qui revient au Burkina pour le baptême de sa fille. Ça sera un mélange de prise de vue réelle et d'animation. Amadou Koulibaly et Françoise Rimac, tous deux respectivement à la tête du ministère de la Communication et celui de la Culture et de la Francophonie, ont de manière conjointe exprimé leur satisfaction et rassurent du soutien du gouvernement. Du 13 au 25 mai, la Côte d'Ivoire prendra part à la 78e édition du Festival de Cannes. Grâce à la mobilisation conjointe de nos ministères avec l'appui de l'Agence de soutien du développement des médias SDM et du Fonds de soutien à la création culturelle et artistique, une délégation de 10 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel bénéficiera de notre soutien. C'est bien la première fois où nous décidons de nous mettre ensemble pour pouvoir donc accompagner nos représentants. Et cela s'inscrit donc dans cette mutualisation que fort heureusement nous appelons tous les deux de tous nos voeux. Un autre rendez-vous important, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA, se tiendra du 26 au 28 juin prochain. Cette rencontre des acteurs du cinéma d'horizons divers en terre ivoirienne mettra l'accent sur le digital dans la construction d'un marché cinématographique sur le continent africain. Hors de nos frontières, pas de désescalade en vue après les frappes de l'Inde sur le Pakistan. Ce 7 mai, en représailles, le Pakistan a rompu le cessez-le-feu le long de la frontière contestée entre les deux pays. 24 aéroports y ont été fermés, ainsi que toutes les écoles du Pendjab et du Cachemire. Les autorités indiennes préparent les populations à une guerre qui pourrait s'aggraver. Les deux pays s'attaquent avec des drones et missiles. La communauté internationale, elle appelle au calme. La Commission européenne a appelé l'Inde et le Pakistan à la retenue et à la désescalade. Et puis au Mali, une centaine de partis politiques parmi les plus représentatifs du pays ont publié un communiqué daté du 7 mai. Ils rejettent la suspension de leur activité et qualifient la mesure de liberticide et antidémocratique. Une décision annoncée sur décret du président de la transition, le général Assimi Goïta, pour raison d'ordre public. La suspension qui concerne aussi les associations à caractère politique intervient moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation.
Un rassemblement était initialement prévu ce vendredi. Amnesty International condamne pour sa part la suspension des activités des partis politiques au Mali. L'organisation appelle les autorités de transition à lever cette mesure. Et c'est tout pour ce numéro du 23h. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.